Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau panorama de la semaine, où nous allons évidemment parler de la situation internationale, de la disparition de Bayrou et du scandale Betaram, de la mortalité infantile qui recommence à augmenter dans notre pays depuis 2015. Nous allons parler de l'attaque très forte contre les sciences dans le monde et aussi malheureusement en France. Et puis évidemment, nous allons parler de l'augmentation des actes et des faits racistes avec la mobilisation du 22 mars. Générique. Alors bien sûr, je commence avec la situation internationale qui prédomine l'actualité avec cette extrême droite qui ne cesse de s'organiser au niveau mondial. Des pourparlers pour la paix ont eu lieu entre l'Ukraine et les États-Unis avec une proposition de trêve pendant 30 jours qui serait faite, qui permettrait de discuter les garanties de sécurité mutuelle. La réponse de la Russie est attendue. Je veux d'abord dire une première chose. Évidemment, le fait que puissent se réouvrir les possibilités de négociation et donc d'une issue diplomatique à une guerre qui dure déjà depuis plus de 3 ans avec d'ores et déjà 1 million de morts et de blessés est une bonne chose. Mais elle se fait dans les pires conditions pour l'Ukraine, puisqu'elle se fait en se faisant tordre le bras avec à la fois l'obligation pour elle, la condition pour que les États-Unis continuent de les aider, de vendre son sous-sol et ses minerais aux multinationales états-uniennes et avec aucune garantie sur des conditions très importantes de sécurité pour le peuple ukrainien, notamment sur la question de sa souveraineté et de son intégrité territoriale. Donc elle se fait dans les pires conditions et avec Emmanuel Macron et les dirigeants européens qui ne sont juste pas à la table des négociations. Donc on peut remercier Emmanuel Macron et les autres dirigeants qui ont juste effacé l'Europe de l'histoire avec une absence complète et des gesticulations qui sont faites pour essayer de faire croire qu'ils pourraient encore agir sur cette question. Pourquoi est-ce qu'on en arrive à cette situation qui est grave, évidemment, pour l'Ukraine? On en arrive à cette situation parce que pendant 3 ans, nous avons des dirigeants européens qui n'ont eu de cesse de dire « nous allons gagner la guerre », et donc d'avoir une position non seulement belliciste, mais en plus complètement alignée sur les États-Unis et qui découvrent ébahis que les États-Unis n'ont pas les mêmes intérêts que nous et que lorsque les États-Unis se désengagent comme cela s'est passé la semaine dernière, eh bien, les Ukrainiens sont complètement aveugles dans la résistance à l'invasion de frontières qu'a fait Vladimir Poutine. Pourquoi? Les États-Unis ont non seulement gelé l'aide à l'Ukraine, mais en plus de cela, ils ont décidé d'arrêter de donner des renseignements militaires à l'Ukraine. Et que s'est-il passé? Eh bien, tout simplement, les Ukrainiens ne savaient plus où se déplacer les troupes russes, ne savaient plus les cibles qu'ils pouvaient utiliser, et les Européens ne sont pas capables de donner de tels renseignements. Voilà quel est le résultat de dizaines et de dizaines d'années de politique alignée sur les États-Unis qui font qu'aujourd'hui, l'Europe est incapable d'avoir sa propre souveraineté de défense et de sécurité et donc n'est pas capable d'assurer ce que les États-Unis faisaient en défense du peuple ukrainien. D'où le fait que Zelensky se retrouve complètement mains et pieds liés et obligé d'accepter peut-être la pire paix et surtout une paix qui n'est ni juste ni durable. Et ce que nous disons depuis le début, non seulement qu'il faut une conférence sous l'égide de l'OSCE et de l'ONU sur la question des frontières reste valable plus que jamais. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut évidemment continuer à avoir une France non alignée. Nous avons beaucoup parlé de l'Ukraine, donc je vous laisse aller voir les différentes vidéos des uns et des autres parce que nous avons notamment proposé des conditions très précises pour la paix et nous n'avons eu de cesse de dire qu'il fallait une issue diplomatique. Mais je veux insister sur 2 points. Le premier, c'est que, comme le disent les macronistes eux-mêmes, heureusement qu'il y a l'Ukraine. Parce que heureusement qu'il y a l'Ukraine, comme cela, on peut dire que, par exemple, sur la question des retraites, l'abrogation de la retraite à 64 ans ne serait plus d'actualité. Lorsque nous allons maintenant sur des plateaux télé, on nous explique, mais vu la situation, il n'est plus possible de demander la retraite à 60 ans. Si nous continuons de demander la retraite à 60 ans. De même, vous avez vu le concours Lépine des solutions qui sont apportées pour se lancer dans une économie de guerre qui n'a absolument aucun sens, d'autant plus que, d'abord, elle continue dans le cadre de l'OTAN
donc sous l'égide de Trump. Nous ne sommes pas d'accord avec cela et que, en plus, elle ne correspond pas du tout aux nouvelles menaces qui existent sur la sécurité des intérêts vitaux de notre pays, puisque je ne sais pas ce qu'on ferait avec des canons contre une attaque sur des réacteurs nucléaires, contre une attaque bactériologique ou encore contre des cyberattaques. Donc tout cela n'a absolument aucun sens. Mais donc dans le concours Lépine, vous trouvez des gens qui vous expliquent non seulement, donc vous aviez le directeur général de la BPI dont je vous avais déjà parlé, qui dit qu'il faut utiliser l'endettement pour des canons et pas pour le loisir des retraités, comme il le dit. Mais ensuite, vous avez diverses personnalités qui arrivent de nulle part, qui expliquent ici qu'il faut passer des 35 heures aux 36 heures pour financer l'effort de guerre, ou encore d'autres qui disent qu'il faut prendre dans l'épargne des Français. Nous ne sommes pas d'accord avec cela. Nous ne voulons pas d'une économie de guerre, nous voulons une économie de paix qui réponde à des besoins. Les besoins de défense, s'il en faut de manière supplémentaire, il faudra le faire pour que la France soit indépendante et non alignée, mais nous voulons aussi que ça réponde aux besoins sur l'éducation, sur l'hôpital public, sur la question du logement de ce pays et surtout sur la bifurcation écologique face à l'enjeu numéro 1 du XXIe siècle, c'est-à-dire comment faire face au dérèglement climatique qui frappe de plus en plus souvent les territoires français, que ce soit à Mayotte, à La Réunion ou encore récemment avec les crues en Ille-et-Vilaine. Et la condition pour cela s'appelle le partage des richesses. Et ça commence évidemment par faire participer les plus riches de ce pays, qui depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir se sont gavés comme jamais, ont chaque année des records de dividendes qui sont versés, pendant que la pauvreté et la faim ne cessent de réapparaître et de croître dans ce pays. Et je rappelle juste à tous les va-t-en-guerre de ce pays qui ne cessent de vouloir continuer la guerre à tout prix, eh bien que tous ces va-t-en-guerre devraient se rappeler que c'est en 1914 qu'a été créé l'impôt sur le revenu et que c'est ensuite en 1916 avait été créée une taxe sur les super profits, justement pour dire qu'il n'était pas possible que les ultra riches, qui en plus s'enrichissent de ces guerres, eh bien puissent continuer à ne pas participer au malheur général qui se trouve dans nos sociétés. D'autant plus, je rajoute, que ce que proposent maintenant les Européens, c'est tout simplement de continuer à gaver en fait l'industrie états-unienne, puisque aujourd'hui, lorsque l'Union européenne dépense 3 € sur la défense, il y a 2 € qui vont directement aux États-Unis. Et là encore, en termes d'autonomie vis-à-vis des États-Unis, on peut faire bien mieux que ça. La deuxième chose sur laquelle je veux alerter, on nous a déjà fait le coup, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre 6 fois lorsqu'il y a eu la période du Covid. Rappelez-vous, c'était le moment où toutes les décisions étaient prises en conseil de défense, ce qui n'avait absolument aucun sens, qui permettait juste de mettre sur pause la démocratie. De même, ensuite, en 2022, le début de la guerre en Ukraine. Prenant prétexte du début de la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron refuse tous les débats avec les autres candidats, notamment avec Jean-Luc Mélenchon, parce que c'est la guerre et donc la démocratie, de nouveau, devrait être suspendue. Et de nouveau, cette fois-ci, on recommence avec c'est la guerre pour, là aussi, faire un état de choc sur la question des droits, comme ça c'est vu en Danemark, où au prétexte de la guerre, on a imposé la retraite à 70 ans, mais comme ça se voit aussi ici, où finalement, il ne devrait plus avoir du tout de démocratie dans ce pays. Nous ne sommes pas d'accord avec cela. C'est justement face à une situation aussi grave que nous refusons qu'un président de la République, seul, aussi affaibli, puisse prendre des décisions aussi graves pour notre avenir commun. Et donc, nous exigeons que la démocratie puisse se continuer. Alors, il va y avoir ce jeudi une réunion avec le Cornu, avec les différents chefs de groupes parlementaires au Parlement français, mais aussi les chefs de groupes parlementaires au Parlement européen. Là encore, c'est une consultation quand nous voulons voter à l'Assemblée. Mais fait étonnant, c'est le Cornu qui nous invite, d'un coup, l'invitation nous a été renvoyée en nous indiquant que François Bayrou serait finalement présent. Alors c'est drôle, François Bayrou, c'est le Premier ministre qui s'impose partout. Rappelez-vous, Emmanuel Macron voulait nommer le Cornu en violation du résultat des urnes. Finalement, c'est Bayrou qui a été imposé, qui s'est imposé lui-même. Et là, de nouveau, celui qui devait être nommé Premier ministre, qui en fait n'est pas Premier ministre, mais ministre de la Défense, se retrouve à inviter des parlementaires, des chefs de
groupe parlementaire pour se voir là aussi imposer M. Bayrou. Mais alors, ça pose une autre question, parce que personne ne sait où est passé Bayrou ces derniers temps, jusque des journalistes qui vont titrer « Alerte enlèvement, où est passé François Bayrou ?» On se rappelle de lui dans des vidéos complètement fatigué, perdu dans ses notes, et peut-être est-il en train d'essayer de se fondre dans le décor pour qu'on ne parle plus notamment des révélations suite à l'affaire Betaram, dans lequel il est accusé d'avoir couvert des crimes sexuels et donc des crimes pédocriminels qui sont extrêmement graves. Il se trouve qu'il ne va pas pouvoir y échapper pendant longtemps parce que l'affaire Betaram-Bayrou a eu encore des nouvelles révélations par Mediapart, puisque Mediapart révèle que François Bayrou a fait pleuvoir une pluie d'argent public sur Betaram, malgré les témoignages, malgré les graves signalements, malgré les plaintes, puisque Mediapart révèle qu'entre 1993 et 2013, il y a une douzaine de signalements et de plaintes qui ont été ignorés ou classés. Et il se trouve que dans le même temps, Betaram, lui, a récupéré 1 million d'euros d'argent public de subventions au total entre 1995 et 2025, avec 0 contrôle du ministère, alors que d'autres établissements, notamment les établissements musulmans dont tous les contrats ont été cassés, ce qui n'est pas le cas de Betaram, eux ont été contrôlés parfois 10 fois en une année. Le seul contrôle qui a eu lieu dans cette période, c'est un inspecteur régional qui est passé une après-midi pour faire un rapport de 3 pages et ce rapport portait sur la professeure de mathématiques qui a témoigné contre les violences faites aux enfants et justement, ce rapport pointait que cette lanceuse d'alerte devait être envoyée ailleurs pour travailler. Ça vous dit bien à quel point la situation est aberrante dans le manque de contrôle et les défaillances de contrôle qui en ont été faites. Avec des victimes qui témoignent, puisque l'argument numéro 1 de François Bayrou, c'est « je n'aurais jamais mis mes enfants dans une école où il y avait des violences et des violences sexuelles », sauf que toutes les victimes qui témoignent disent que les enfants des familles aisées et de la bourgeoisie étaient, eux, mis à part et protégés, ce qui n'était pas le cas de beaucoup d'autres enfants. Alors, à ceux qui nous accusent d'instrumentaliser l'affaire Betaram, d'abord, première chose, grâce au fait que nous avons largement politisé l'affaire suite aux différentes révélations de Mediapart, il y a eu une quarantaine de plaintes supplémentaires qui ont été déposées et donc la parole continue de se libérer puisque le porte-parole des victimes de Betaram pense qu'ils vont arriver à 300 plaintes sur le cas de Betaram. Et il y a eu ensuite d'autres établissements dans lesquels ont été là aussi révélés, notamment dans les Hautes-Pyrénées mais à d'autres endroits, là aussi des crimes sexuels commis sur des enfants. La deuxième chose très importante, c'est que nous avons gagné une victoire très importante, la création d'une commission d'enquête sur la défaillance des établissements dans leur contrôle qui a permis que des Betaram arrivent, sachant que nous nous demandons, au vu de l'ampleur des révélations qui se passent actuellement, combien de Betaram existent dans le pays. Donc l'objectif de cette commission d'enquête, c'est de comprendre ce qui s'est passé et de faire en sorte que plus jamais un Betaram ne puisse exister dans ce pays. Et le rapporteur de la commission d'enquête qui a été élu est Paul Vannier, insoumis, qui a décidé à l'unanimité de la commission, évidemment, d'entendre d'abord les collectifs de victimes, mais ensuite d'entendre différents responsables politiques, dont François Bayrou, qui devra répondre devant la commission d'enquête. Et pour le coup, ce n'est pas rien, parce que lorsque vous commencez votre audition, vous devez jurer de dire toute la vérité, et si vous faites un parjure, donc si vous mentez, vous pouvez ensuite être poursuivi pénalement. En tout cas, cela démontre l'ampleur des violences sexuelles commises sur les enfants. Évidemment, là, on en parle dans les établissements privés comme Betaram, mais évidemment, il y a toujours ce fléau qui touche là aussi des centaines de milliers d'enfants dans ce pays qui s'appelle l'inceste, donc dans les milieux familiaux. Et il faut impérativement à la fois lutter contre l'omerta et faire en sorte que ces violences sexuelles contre les enfants s'arrêtent et se stoppent, et notamment donner des moyens aux associations qui travaillent sur cette question. Et j'en viens du coup à un point qui n'est absolument pas évoqué dans l'actualité et qui est pourtant extrêmement important, c'est le scandale de la hausse de la mortalité infantile. Alors ça, je vous en avais déjà parlé parce qu'il y a 2 ans, le groupe parlementaire, en voyant l'ampleur de ce phénomène, qui normalement est ce qu'utilisent les instances internationales pour savoir à quel niveau de développement est un pays. Donc c'est un élément et un indicateur très important. Et depuis 2015, la mortalité infantile réaugmente dans ce pays avec une forte hausse à partir de 2020, donc dans des moments où Emmanuel Macron est président. Ça arrive à
Ce livre-là, qui a été fait par 2 journalistes, que je vous conseille vraiment, qui est très intéressant, qui s'appelle 4,1, c'est-à-dire il y a aujourd'hui dans notre pays 4,1 décès pour 1000 enfants nés, c'est-à-dire 2800 enfants qui meurent avant leur premier anniversaire, 70% d'entre eux d'ailleurs c'est dans les 28 premiers jours, qui meurent du fait de politiques de santé qui ont été abandonnées au fur et à mesure. Par exemple, dans ce livre, les 2 journalistes disent qu'il y a 75% des maternités qui ont fermé en 50 ans, avec bien souvent de la distance pour les femmes qui doivent accoucher, qui provoque d'ailleurs aussi une mortalité sur les mères, donc les femmes qui accouchent, mais une mortalité bien plus forte aussi sur les enfants. Il faut imaginer 2800 enfants qui meurent par an, c'est comme si on avait 116 classes de maternelle qui chaque année n'étaient pas remplies parce que ces enfants meurent du fait de ces structures, de l'éloignement des maternités, des dégradations de conditions de travail. Et nous allions nous proposer un ensemble de plans pour faire face à cette mortalité infantile qui devrait être la priorité numéro 1 des responsables politiques. Je rappelle que Emmanuel Macron ne cesse de nous parler de réarmement démographique, de lutter contre l'infertilité. La première chose commence par sauver la vie d'êtres, puisque la France, qui était auparavant, dans les années 80, 3e pays de l'OCDE en termes de mortalité infantile, se trouve aujourd'hui 20e. Et dans l'Union européenne, aujourd'hui, elle est même 23e sur 27. Par exemple, nous sommes entre la Pologne et la Bulgarie à égalité avec la Croatie. Ça donne une bonne idée de à quel point ils ont abaissé le pays. Et donc, ça devrait être là aussi une priorité absolue. Je continue avec d'autres attaques qui me semblent importantes et qui ont fait que le mouvement de la recherche, que ce soit au niveau international, au niveau français aussi, se mobilise très fortement. C'est ce qui se passe avec les attaques contre la science et ce qu'on appelle les post-vérités. Je vous avais déjà parlé des attaques très fortes qui étaient faites contre Wikipédia. On a vu Jean-Michel Apathy qui, juste pour avoir rappelé des faits qui sont confirmés par tous les historiens sur la période, sur la conquête coloniale de l'Algérie, a été sanctionné à RTL et ensuite est parti de RTL, alors que cette même station a accueilli pendant 9 ans Éric Zemmour, qui pourtant à l'époque avait déjà été condamné pour appel à la haine raciale. Et donc, un mouvement s'est lancé qui s'appelle Stand Up for Science. Pourquoi ? Parce que il y a un impact très fort de politiques qui ont été décidées par Musk et Trump, qui ont mis fin à la politique diversité, équité, inclusion, avec 5200 employés jugés wokistes qui ont été licenciés, et tout un tas de mots interdits. Donc, dans les mots interdits, on trouve maintenant femmes, activisme, inégalité, LGBT, minorité, intersectionnalité, diversité, crise climatique, sciences climatiques, oppression, race, diversité raciale, genre, inclusion, justice sociale, stéréotypes. Tout cela avec une intelligence artificielle qui regarderait parmi ces 120 mots qui ont été interdits, quelle publication scientifique contient ces mots, et donc qui pourrait non seulement enlever ces publications-là, mais aussi enlever du financement public à ces travaux de recherche. C'est évidemment une catastrophe parce que nous avons besoin plus que jamais de la recherche, d'autant plus au vu des défis que doit affronter notre génération humaine. Et puis ça s'est accompagné, même avant l'arrivée de Trump, donc il faut imaginer qu'avec Trump, ça sera encore pire, d'ONG qui expliquent qu'entre 2023 et 2024 aux États-Unis, il y a 10 000 livres qui ont été interdits. Par exemple, la BD Maos qui raconte la Shoah, mais aussi le livre dystopique d'Aldous Huxley, Le meilleur des mondes, qui lui aussi, par exemple, fait partie de ces livres interdits. Et je ne parle pas de tous les livres qui pourraient porter sur l'éducation à la sexualité, sur la lutte contre le racisme, etc. Donc, c'est évidemment catastrophique, d'autant que, je le rappelle, pour le coup, la connaissance est la seule chose qui, lorsqu'on la partage, eh bien, grandit à chaque fois et qui fait justement progresser l'humanité à chaque moment dont nous avons impérativement besoin. Donc ces attaques sont très inquiétantes, elles sont très relayées aussi en France puisqu'il y a eu une grosse mobilisation la semaine dernière Stand Up for Science, et elles sont d'autant plus relayées qu'en France, dans le budget de François Bayrou, il y a quasiment 1 milliard en moins pour la recherche, et que cette recherche est de fait aujourd'hui extrêmement mise en danger, avec quand même des choses qui sont incroyables du fait de la décision de Trump ou de Musk.
à l'université Aix-Marseille sur lequel il y a un programme pour accueillir des scientifiques et des chercheurs qui sont contraints à l'exil. Aujourd'hui, vous avez des citoyens états-uniens, des chercheurs états-uniens qui demandent à rejoindre ces programmes-là, alors que ce sont des programmes dans lesquels, par exemple, à Aix, il y a des scientifiques venant d'Ukraine, du Yémen, d'Afghanistan ou encore de territoires palestiniens. Donc ces attaques sont très inquiétantes et vont avec une ambiance dans le pays qui ne cesse de se dégrader. Je vais évidemment parler, par exemple, de ce qui s'est passé à Rennes. Je vous avais déjà parlé de l'attaque contre la projection antifasciste où 30 nervis avaient crié « Paris est nazi » en agressant, en étant à la fois masqués, cagoulés et armés des militants de la jeunesse kurde, mais aussi des militants CGT, eh bien, à Rennes, suite au 8 mars, alors qu'il y avait des jeunes qui étaient là pour célébrer et continuer cette journée qui avait été fortement marquée, notamment par des slogans antifascistes, ont été attaqués par la sécurité privée d'une boîte qui appartient au Jarl, qui est un ancien candidat d'Éric Zemmour, un influenceur d'extrême droite et un soutien de Némésis, je rappelle, dont Retailleau ne cesse de dire qu'il est proche, le ministre de l'Intérieur, et qui ont frappé, gazé et agressé des jeunes plus des passants qui étaient là, avec des scènes d'une violence absolument inouïe. Et comme nous avons un ministre de l'Intérieur qui est trop occupé à jouer le ministre des Affaires étrangères pour continuer l'escalade avec l'Algérie, ce qui est insupportable, eh bien, il laisse des milices faire ainsi sa loi en République, et c'est insupportable. Donc, tout cela fait que nous avons impérativement besoin de réagir, d'autant que cela se retrouve, y compris même dans l'Assemblée. Mardi, on a vu Ali Douiara, qui donc député insoumis de Seine-Saint-Denis, qui posait une question justement à la fois sur les violences policières, suite au fait que le policier du responsable du tir contre Naël soit inculpé, et c'est fort heureux que la justice fasse son travail, et que les syndicats type Alliance ne cessent de réagir et ont été, y compris défendent ce policier comme n'étant pas injusticiable, donc comme devant être libéré immédiatement. Et il parlait aussi d'un autre épisode qui s'était passé sur sa personne, où il regardait un contrôle de police contre 2 jeunes dans sa circonscription, et alors qu'il s'approchait et qu'il a sorti sa carte de député pour vérifier comment le contrôle se passait, un policier a sorti son taser, lui a dit tu veux que je te tase, tu feras quoi si je te tase? Bref, une chose qui est inadmissible contre un représentant du peuple. Et là, il y avait à la fois Retailleau et le préfet de police qui avaient soutenu les policiers dans cette tentative d'intimider un représentant du peuple et un élu avec un taser. Alors que Ali Douiara posait cette question. La réponse du ministre Buffet, donc qui est ministre auprès du ministre de l'Intérieur, puisque Retailleau n'était pas là, a été hallucinante de racisme. Non seulement il a commencé par parler à Ali Douiara à la 3e personne, en lisant un papier qui disait « Un homme s'approche, il avait la main dans la poche », pour dire qu'il avait l'air dangereux, vous comprenez, un homme noir, il avait la main dans la poche et il a sorti une carte sur laquelle il était écrit « Député LFI ». Déjà, rien que ça, c'est inadmissible. Sur nos cartes, il n'y a pas marqué député LFI, il y a marqué député de la République française. Et quelle que soit notre étiquette politique, nous sommes des députés de la République française. Donc, un ministre n'a pas à dire à un député devant la représentation nationale dans sa mission de contrôle de l'action du gouvernement qu'il serait en quelque sorte un sous-député ou un député qui ne serait pas un député à part entière. Mais pire que cela, après cela, il décide puisque nous protestions évidemment, il décide de se tourner et de dire « je ne vous parle plus à vous » et donc de se retourner et de parler directement à l'extrême droite qui, par ailleurs, l'applaudissait. C'est une scène d'un racisme incroyable qui s'est passé sans que la présidente de l'Assemblée ne réagisse absolument et qui montre que, malheureusement, quand Ali Douiara pose sa première question au gouvernement comme mardi, quand Carlos Martins Bilongo avait posé sa première question au gouvernement, il y avait un facho qui avait dit qu'il retourne en Afrique. C'est insupportable la manière dont sont traités les hommes députés noirs dans cette Assemblée et n'en déplaise à l'extrême droite, ils sont députés à part entière, représentants du peuple et nous en sommes fiers. Mais ensuite, le lendemain, il s'est passé une autre chose tout aussi extraordinaire, c'est que Raphaël Arnaud faisait une table ronde contre l'islamophobie. Et alors qu'il tenait sa table ronde, qu'elle allait commencer, des députés UDR, vous savez, avec Ciotti,
et des députés du Rassemblement national sont venus menacer et intimider directement dans la salle les intervenants et les intervenantes qui étaient là. Ça ne s'est jamais vu. Ça veut dire, 1, entraver notre travail parlementaire. Ça veut dire, 2, que l'extrême droite ferait sa loi dans l'Assemblée. Ce n'est pas possible. Donc, nous avons interpellé la présidente de l'Assemblée et si elle laisse passer cela veut dire qu'ensuite, l'extrême droite peut faire n'importe quoi, peut agresser tant qu'elle veut, intimider tant qu'elle veut. Et je le dis, nous ne faiblirons pas sur la lutte indispensable contre l'islamophobie. Et nous ne faiblirons pas, et ça commence par faire des grosses mobilisations populaires. Et j'en arrive sur le point pour nous très important sur ces 2 prochaines semaines, c'est la mobilisation populaire du 22 mars. Je commence par ce qui s'est passé le 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Il y a eu 250 000 personnes qui manifestaient en France, dans la France entière, sachant que, pour vous dire quand même la progression en termes de manifestations, en 2020 à Paris, 60 000 personnes manifestaient. En 2025, c'est 120 000 personnes qui manifestaient, qui étaient à grande majorité des jeunes, avec une ambiance un peu Pride et vraiment beaucoup de slogans antiracistes et antifascistes, notamment avec des mots d'ordre internationalistes sur ce que fait Trump dans le monde. Donc, une manifestation très revendicative, très déterminée et qui faisait du bien puisque cela faisait longtemps que nous n'avions plus occupé les rues avec un certain nombre de revendications sur la lutte qui continue toujours pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Et c'était en plus une semaine importante puisque c'était la semaine où nous fêtions les 1 an de l'inscription de l'IVG dans la Constitution qui nous rappelle que lorsque nous gagnons des victoires, eh bien, ce sont aussi des défaites de l'extrême droite, des défaites des antidroits et que c'est comme ça que nous les faisons reculer. Et je suis fière de dire, contrairement à toute la polémique qui a été faite, relayée y compris par Aurore Berger, relayée par Retailleau et d'autres, je suis fière de dire que la mobilisation et les organisations et l'immense jeunesse de ce cortège-là a refusé que Némésis, collectif d'extrême droite, et Nous Vivrons, collectif qui soutient le génocide en Palestine, manifestent avec nous. Nous sommes fiers de dire que l'extrême droite et les suprémacistes n'ont pas leur place dans nos cortèges. Et le fait que des jeunes empêchent y compris des policiers qui essaient d'inclure de force des collectifs d'extrême droite dans nos manifestations, eh bien, est permis de le faire échouer. C'est une grande victoire pour nous et je le dis, il n'y aura pas d'extrême droite dans nos manifestations. Donc, c'était un moment populaire qui était très important. Et cela montre que c'est justement par la mobilisation populaire que nous pouvons faire reculer l'extrême droite. Donc, face au climat qui existe dans le pays, où les uns et les autres ne cessent de vouloir diviser le pays et notamment semer le poison du racisme. Nous appelons à une énorme marche le 22 mars. Elle est appelée pas seulement par la France Insoumise, il y a 200 organisations qui appellent à manifester partout dans le pays. Donc vous pouvez regarder les manifestations près de chez vous. Et je crois qu'au vu de la situation internationale, pour la paix, contre l'économie de guerre, mais aussi contre le climat de terreur, contre les attaques de l'extrême droite contre nos droits, nous avons beaucoup de raisons de manifester ce 22 mars et qu'il faut faire connaître cela partout. Nous avons la possibilité d'écrire une autre histoire et je voudrais terminer par un conseil de livre que je vous fais, qui est le livre de Johann Chapoutot, qui s'appelle « Les irresponsables qui a porté Hitler au pouvoir », notamment qui repart du fait que on raconte à peu près n'importe quoi, y compris dans le débat politique français, pour expliquer que Hitler aurait été élu par le peuple allemand. Non, Hitler n'a jamais été élu par le peuple allemand. Il a été nommé chancelier par des irresponsables. Et ce qui est assez impressionnant dans l'Allemagne des années 30 qu'il raconte, c'est les similitudes qu'on peut trouver et les échos entre 1932, l'Allemagne de 1932 et l'actualité de ce que nous vivons. J'en liste quelques-unes. Une politique d'austérité, un pouvoir qui fait adopter les pires mesures de destruction du modèle social allemand à coup de 48-2, qui est l'équivalent pour l'Allemagne du 49-3, donc par force. Des sociodémocrates qui soutiennent cette politique pour éviter le pire, comme ils le disent. La concentration des pouvoirs de plus en plus fort dans les mains d'un président. Des dissolutions perdues par le pouvoir, mais pourtant le refus de reconnaître le résultat des urnes et le maintien d'un pouvoir minoritaire qui s'accroche coûte que coûte au pouvoir. Un milliardaire mania des médias qui ne s'appelle pas Bolloré, mais Hugenberg, qui bâtit un empire de presse et de cinéma pour imposer ses thèmes et sa ligne au pays. Des paniques morales en isme comme le bolchevisme
relativisme culturel qu'on est bien en peine de définir, une politique de l'offre pro-business, des discours qui clament, et c'est des vraies citations de 1932, nous ne sommes pas le gouvernement des riches et la meilleure politique sociale, c'est la politique de l'emploi, ou encore des libéraux autoritaires qui souhaitent faire alliance avec l'extrême droite et qui finalement leur donnent le pouvoir en espérant pouvoir les contrôler. Alors évidemment, ce que dit Yoann Chapoutot, ce n'est pas du tout que l'histoire va se répéter inévitablement et nous croyons au fait que ce sont les peuples qui écrivent l'histoire. Mais ce regard sur le passé permet d'éclairer ce que nous vivons, permet d'éclairer les responsabilités de ceux qui ont laissé le pouvoir à l'extrême droite. Et donc, je vous invite fortement à lire ce livre parce que c'est très instructif. Et pour savoir comment est-ce qu'on combat justement cette extrême droite, eh bien, je vous invite à lire le livre de la Boétie qui s'appelle « La résistible ascension de l'extrême droite », qui est d'ailleurs préfacé par ce même Yoann Chapoutot, qui est un livre qui est vraiment important pour nous. Et je le redis, nous avons besoin de la mobilisation du peuple entier contre l'extrême droite, contre le racisme, car aujourd'hui, nous sommes les gardiens de l'unité du peuple français. Donc, rendez-vous le 22 mars partout dans le pays pour manifester et les faire reculer. Bonne semaine!